Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le premier chapitre du cours Politique et société dans la France du Consulat et de l'Empire, cours à destination des étudiants de troisième année de licence de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, qui a débuté au mois de septembre, qui s'est poursuivi en présentiel, comme on dit, pendant quelques semaines, avant que l'instauration d'une jauge permettant à la moitié seulement des étudiants d'assister au cours n'ait été imposée. Ce qui m'a conduit à vous proposer ces enregistrements à partir du quatrième chapitre. Je reviens aujourd'hui en arrière pour vous proposer donc ce premier chapitre avec ces quelques mots d'introduction générale au cours qui nous occupera pendant tout le semestre jusqu'à la fin décembre. Réfléchir à politique et société dans la France napoléonienne, c'est tout d'abord envisager une période relativement courte, novembre 1799 jusqu'à juin 1815, au moment de la seconde abdication de Napoléon. Période courte, mais période extrêmement dense sur le plan à la fois politique et social. Nous nous focaliserons sur les aspects intérieurs, c'est-à-dire à la fois sur l'évolution du régime politique construit par Bonaparte, les institutions, leur fonctionnement, mais aussi nous nous intéresserons à l'œuvre très importante construite par Bonaparte à partir des débuts du consulat et essentiellement dans la période 1800-1804 avec les réformes administratives, judiciaires, économiques, la création de la Légion d'honneur, la rédaction du Code civil également, toutes ces constructions qui fondent les institutions de la France moderne et dont la France contemporaine est encore pour partie l'héritière. Nous nous intéresserons aussi aux conséquences de ces transformations juridiques, administratives sur la société française. Ce sera l'occasion de brosser un tableau général de la population dans la période des premières années du XIXe siècle, sachant que si des changements ont eu lieu par rapport à l'Ancien Régime notamment, et si des modifications se poursuivront au cours du XIXe siècle, les aspects sociaux permettent néanmoins de montrer une certaine continuité d'un régime à l'autre. Réfléchir à l'histoire du consulat et de l'Empire, c'est aussi s'insérer dans l'héritage de la Révolution française. On ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans la France de Napoléon sans revenir sur les aspects de la période antérieure, sur les conquêtes de la Révolution française, à commencer par les conquêtes de 1789, ce l'on appelle les principes de 1789, en particulier l'égalité civile, mais aussi la liberté, deux principes auxquels Bonaparte affirme son attachement, même si nous verrons qu'il est davantage concerné par l'égalité civile que par les libertés, qui seront de plus en plus bafouées au fur et à mesure que les années s'écoulent. La Révolution française, c'est aussi toute une série d'initiatives, toute une série de réflexions qui ont pu être conduites dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la législation, code pénal, code civil, préparé ou déjà mis en place. C'est aussi une pratique, une culture politique qui s'impose, sur laquelle Bonaparte va très largement revenir, mais qu'il ne peut pas complètement effacer. C'est aussi une nouvelle classe politique, largement issue des rangs de la bourgeoisie, une classe politique dont Napoléon Bonaparte se sert. Elle constitue en quelque sorte un vivier parmi lesquels Bonaparte va puiser à la fois ceux qui vont peupler les assemblées du consulat puis de l'Empire, dans une moindre mesure de l'Empire, et puis aussi pour toutes les places qui se créent à travers la création des nouvelles institutions dans le domaine de la justice, de l'administration, de l'économie. Bref, il y a un lien évident entre la Révolution et le consulat et l'Empire, même si Napoléon Bonaparte, en prenant le pouvoir, annonce d'emblée la couleur. Il envisage de terminer la Révolution. La Révolution est finie, dit-il. Elle est bornée aux principes qui l'ont commencé. Ces principes, ce sont les principes de 1789. Napoléon ne veut pas aller au-delà. Il ne veut pas prolonger le processus révolutionnaire, mais il entend néanmoins être l'héritier d'une partie des réformes qui ont été engagées depuis 1789. C'est cet ensemble d'éléments que nous essaierons d'observer au cours des 12 séances à venir, avec bien entendu une perspective qui ne doit pas oublier le contexte général, même si nous ne nous occuperons pas
particulièrement des guerres, des campagnes militaires de Napoléon. Il ne faut pas oublier que tout cela se passe alors que la France est presque perpétuellement en guerre contre ses voisins, qu'elle a aussi conduit des guerres extérieures, notamment dans les Caraïbes, un contexte qui signifie aussi une société très militarisée, tournée en partie vers l'effort de guerre, et une société qui évolue aussi dans la mesure où l'Empire lui-même, la France, en tout cas du consulat et de l'Empire, s'étend, s'étire. Elle était de 83 départements au début de la Révolution française. Il y aura 130 départements à la fin de 1810. Cette extension, c'est aussi une extension de la population, puisque l'on passe de 28 millions d'habitants en 1789, 29 millions en 1800, à 44 millions en 1810, au moment de la plus grande extension de l'Empire. Donc ce sont aussi des éléments qui devront être pris en compte au cours de ces séances. J'entame aujourd'hui donc le chapitre 1, l'installation du consulat. Ce consulat, donc régime fondé par Bonaparte après le coup d'État de Brumaire, va s'étendre de la fin de 1799 jusqu'à la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804. C'est une période qui est à la fois très riche sur le plan politique, très riche aussi sur le plan des réformes qui sont engagées, que nous aurons l'occasion d'évoquer lors d'une prochaine séance. Aujourd'hui, je voudrais surtout revenir sur les conditions de l'installation de ce régime pour comprendre pourquoi les contemporains ont émis l'hypothèse, la volonté de se débarrasser du régime précédent, c'est-à-dire du directoire, et pourquoi c'est à Napoléon Bonaparte, finalement, qu'a été confié ce soin de prendre le pouvoir, ou en tout cas de favoriser un changement de régime dont il va profiter pour s'emparer du pouvoir. Nous y reviendrons dans un instant. Une première partie, pour entamer ce chapitre, la crise du directoire. Et un premier point, nous évoquerons la crise politique. Pour comprendre ce qui se passe en novembre 1799, donc lorsque Bonaparte prend le pouvoir, il faut se souvenir que depuis un peu plus de 4 ans, la France est gouvernée par un régime que l'on désigne sous le nom de directoire, qui est né de la Constitution dite de l'an 3, elle-même rédigée par les conventionnels thermidoriens qui, après la chute de Robespierre, ont cherché à bâtir un régime politique qui rompe avec l'unicité à la fois du gouvernement et de l'Assemblée. D'où un régime collégial, le directoire, qui repose sur 5 chefs de l'exécutif, qu'on appelle les directeurs, qui repose aussi sur 2 assemblées. On a voulu décomposer donc le pouvoir législatif, un conseil des anciens, formé de 250 membres, et un conseil des 500, comme son nom l'indique, composé de 500 députés, des députés qui sont élus à un suffrage partiellement, enfin qui n'est pas universel, qui est un suffrage censitaire, et qui sont élus en principe en se renouvelant par 5e tous les ans, là encore pour éviter de trop grands bouleversements dans l'Assemblée et l'émergence éventuellement d'un dictateur qui reste la crainte principale des hommes au pouvoir. Ces hommes au pouvoir, depuis donc octobre 1795, ils n'ont jamais réussi véritablement à stabiliser le régime du directoire, et l'une des raisons qui va conduire au coup d'État de Brumaire, c'est cette instabilité permanente qui se caractérise par la présence dans le pays de 2 principales oppositions au régime, des oppositions qui tour à tour s'expriment soit dans les assemblées, soit même dans le pays par des tentatives d'insurrection. La première opposition, c'est l'opposition royaliste. Les royalistes, après la chute de Robespierre, donc en juillet 1794, ont commencé à refaire surface, ils sortent de prison, ils reviennent d'émigration, ils sortent de la clandestinité, se réorganisent au point d'ailleurs qu'en octobre 1795, ils espèrent pouvoir profiter des élections
et donc prendre le pouvoir par les urnes. Mais il se trouve à ce moment-là que les conventionnels prennent un décret, le décret dit des 2/3, qui va favoriser l'élection dans les nouvelles assemblées, donc Conseil des Anciens et Conseil des 500, de 2/3 de députés ayant appartenu à la Convention, ce qui ruine les espoirs des royalistes. Et c'est à ce moment-là, du reste, qu'ils se mobilisent, qu'ils tentent une insurrection, notamment dans l'ouest parisien, qui verra le jeune général Bonaparte intervenir et mater la rébellion, notamment aux portes des Tuileries, aux portes du lieu où se réunissait la Convention, près de l'église Saint-Roch, ce qui lui vaudra le surnom de général Vendémiaire, puisque l'épisode se déroule lors du premier mois de l'année de l'an 4. Donc, une opposition royaliste qui s'est affirmée sur le plan électoral en 1797. Au printemps de 1797, les royalistes sortent vainqueurs des élections qui ont eu lieu. Ce qui inquiète les hommes du Directoire, et ce qu'ils font, c'est de procéder à un coup d'État parlementaire qui se déroule au début du mois de septembre 1797, coup d'État donc de Fructidor, avec l'aide d'ailleurs de troupes envoyées par Bonaparte, avec à leur tête le général Augereau, ce qui vient rappeler que l'armée intervient directement dans le jeu politique. Et en Fructidor, en 5, on a donc renvoyé un certain nombre des députés royalistes, fructidorisés. Certains sont même envoyés en exil et 2 directeurs également sont écartés, ce qui permet aux hommes du directoire, en quelque sorte, aux partisans du directoire, de conforter leur assise sur le pays. Les royalistes donc ne participent plus véritablement à l'action politique, mais en 1799, et c'est un des éléments de la crise qui se noue, ils espèrent, par une insurrection générale dans l'Ouest et le Sud-Ouest, s'emparer du pouvoir à un moment où, sur le terrain militaire, la guerre donc, a repris aux frontières. Cette insurrection sera partiellement un échec à cause d'une mauvaise coordination entre les différents éléments concernés, mais la menace reste réelle et ce sera une des questions que devra résoudre Bonaparte une fois parvenu au pouvoir. L'autre opposition, c'est l'opposition dite jacobine ou néo-jacobine, c'est-à-dire les héritiers des jacobins proches de Robespierre, qui, en 1799, se sont reconstitués après avoir subi une forte répression à la fin de la Convention, en Prairial en Troyes notamment. Ils se sont reconstitués, ils disposent de réseaux, en particulier s'appuyant sur des sociétés politiques, des sociétés populaires, des clubs, en particulier le club des Jacobins à Paris qui s'est reconstitué. Ils ont aussi une presse, par exemple l'Ami du Peuple ou le Journal des Hommes Libres, une presse qui, là aussi, permet de véhiculer leurs idées. Et ils sont parvenus à faire élire des députés au printemps de 1799, au lendemain des élections du printemps de 1799. On estime que le nombre des députés au Conseil des 500 appartenant à cette mouvance jacobine voisine entre 130 et 150 députés. Alors, ils n'ont pas la majorité, certes, mais ils sont suffisamment puissants pour favoriser un certain nombre de mesures et prendre donc une certaine influence sur l'Assemblée. Ce sont eux, du reste, qui, en juin 1799, vont favoriser le départ de 3 des 5 directeurs qui sont donc écartés du pouvoir et remplacés par 3 nouveaux directeurs qui seront donc en première ligne au moment du coup d'État de Brumaire. L'un de ces directeurs est un proche de celui qui vient d'arriver lui aussi au directoire, l'abbé Sieyès. Il s'appelle Roger Ducos, c'est un député des Landes. Et 2 autres sont en fait des proches de la mouvance jacobine, à savoir Goyer et le général Moulin, que l'on reverra à l'œuvre au moment du coup d'État. Un mot ensuite, dans un second temps, sur la crise économique et militaire. Bonaparte, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a commandé une série de recherches pour dresser l'état de la France au lendemain du 18 Brumaire, avec une perspective qui était de démontrer que la France était dans une situation catastrophique, notamment sur le plan social
et économique. Depuis, bien sûr, un certain nombre de travaux ont remis en cause cet aspect des choses en montrant comment le directoire avait déjà insufflé un certain nombre de réformes dans le pays. Il n'empêche que l'impression prévaut malgré tout, et malgré les réformes engagées, l'impression prévaut malgré tout d'un pays qui ne fonctionne pas correctement en 1799, qui n'a jamais réussi depuis les débuts de la Révolution française à régler le problème du déficit financier du pays, et ce d'autant mieux qu'en 1799, l'insécurité est partout présente, ce qui rend difficile la rentrée des impôts, impôts qui ont été réformés par le directoire précisément, mais qui rentrent mal, l'argent ne rentre pas dans les caisses, et c'est un frein évidemment au bon fonctionnement de l'État. C'est aussi un frein à la confiance que les Français peuvent accorder à l'État, d'autant plus que la crise des assignats, par exemple, puis des mandats territoriaux, ont fait qu'on se méfie de la monnaie et que le système donc, des relations économiques, des échanges économiques, fonctionne mal dans le pays. Donc une économie qui, sans être véritablement au ralenti, fonctionne moins bien qu'elle ne pourrait le faire et qu'elle ne le fera du reste dans les années suivantes, comme on aura l'occasion de le revoir. La crise militaire est d'un autre ordre. Cette crise militaire, elle est liée à la reprise de la guerre en Europe. C'est ce que l'on appelle la guerre de la Seconde Coalition, qui a en fait été largement provoquée par l'expédition d'Égypte lancée par Bonaparte à l'été 1798, qui a concentré les Russes, l'Empire ottoman, qui n'avait jamais jusqu'à présent participé à la guerre contre la France révolutionnaire, allié de l'Angleterre, et une alliance qui est rejointe par l'Autriche au début de 1799, ce qui conduit finalement à la reprise d'une partie des territoires que la France occupait depuis quelques années, depuis 1795, 96, 97 pour ce qui est de l'Italie. La France avait constitué autour de la France stricto sensu un chapelet de ce que l'on appelle des républiques sœurs qu'elle dominait en réalité. La plupart de ces républiques sont menacées, voire perdues. Par exemple, en Italie, où les Russes et les Autrichiens reviennent en force, chassant presque du territoire italien, à l'exception de Gênes, l'armée française. Alors, Bonaparte, là aussi, va s'appuyer sur cette crise militaire. Du reste, c'est parce qu'il a connaissance, alors qu'il est en Égypte, des difficultés rencontrées par l'armée en France et en Europe, qu'il décide de rentrer. Et il va largement ensuite tabler sur cet échec militaire pour expliquer que lui, général en chef, chef de guerre, pouvait remettre le pays en bon ordre. Alors que, là aussi, il faut nuancer cette propagande napoléonienne. Lorsque Napoléon Bonaparte reprend le pouvoir, en réalité, l'armée a déjà entamé son sursaut, par exemple en Hollande ou en Suisse, mais il est vrai que sur le plan de l'occupation des territoires, les territoires contrôlés par l'armée française à la fin de 1799 sont beaucoup moins importants que ce qu'ils n'étaient un an plus tôt. Donc cette crise militaire va aussi, bien sûr, servir Bonaparte lorsqu'il arrive en France. Troisième point de cette première partie, les projets de Sieyès. J'ai évoqué la présence de Sieyès, donc l'ancien chanoine de Chartres, connu en 1789 pour son ouvrage « Qu'est-ce que le tiers-État ?», qui avait été élu précisément alors qu'il faisait partie du clergé comme député du tiers-État aux États généraux réunis en 1789 et qui s'était illustré dans les premiers temps de la Révolution, avant de se faire oublier et de partir tenir une ambassade à Berlin, d'où il rentre précisément au printemps de 1799, entrant donc au directoire, dont il devient très rapidement le président. Sieyès, fin politique, a pris conscience des difficultés politiques rencontrées par le pays et il veut réformer le directoire, il veut réformer la constitution de l'an 3. Le problème, c'est que la constitution de l'an 3 ne peut pas être réformée avant 9 ans. Il faudrait donc attendre plusieurs années avant de pouvoir corriger ce texte. L'intention de Sieyès, c'est de renforcer le pouvoir exécutif pour favoriser une stabilisation
du pays et un meilleur fonctionnement de ce dernier. Il veut donc procéder par un coup d'État parlementaire en s'appuyant sur les assemblées. Ces idées sont assez largement défendues, soutenues au Conseil des Anciens et le sont moins fortement, mais malgré tout, par une majorité relative au Conseil des 500. Il peut donc espérer parvenir à ses fins. Il lui faut cependant s'assurer de la protection de l'armée, à la fois parce que l'armée est un élément décisif dans la société de l'époque, on le voit par exemple à travers le nombre de généraux qui sont membres des assemblées. L'armée, c'est aussi elle qui était intervenue au moment du coup d'État de Fructidor, donc il y a un rôle important de l'armée, mais l'armée, c'est aussi un moyen d'assurer la protection de l'Assemblée, en particulier face à la population parisienne notamment, que l'on redoute. Tout le monde se souvient des journées révolutionnaires qui se sont égrenées depuis 1789, et on ne veut pas risquer de voir la population parisienne entraver l'initiative qui est en cours. Sieyès a donc besoin d'un bras armé, d'une épée. Il va se tourner dans un premier temps vers un général qui est présent à Paris, le général Joubert. Il lui confie le commandement de l'armée d'Italie parce que cela lui permettra de redorer son blason en quelque sorte avant de revenir dans la capitale pour opérer le coup d'État. Mais malheureusement pour Sieyès, Joubert se fait tuer à la bataille de Novi en août 1799, ce qui rend caduc le projet qu'il envisageait. Et c'est sur ces entrefaites qu'intervient un autre personnage, lui aussi très populaire, mais que l'on pensait très, très loin, puisqu'il était en Égypte. Il s'agit bien sûr de Napoléon Bonaparte. Je vais donc évoquer dans une deuxième partie la prise de pouvoir de Bonaparte, en commençant par un premier point, le retour d'Égypte. Deux mots peut-être sur Bonaparte, qui en principe est une figure connue, mais il vaut toujours mieux resituer les choses dans leur contexte. Donc Bonaparte, Napoléon Bonaparte, est un Corse. Il est né à Ajaccio, dans une famille de notables de Corse, dont le père, Charles Bonaparte, a participé au mouvement en faveur de l'indépendance de la Corse aux côtés de Pascal Paoli, avant de se rallier au Parti français lorsque la France donc est devenue, a pris la possession de la Corse en 1768, et ce ralliement lui a valu de se voir reconnaître des titres de noblesse, ce qui permet aux enfants de la famille Bonaparte de venir faire leurs études sur le continent, et en particulier à Bonaparte, d'intégrer d'abord le collège d'Autun en 1779, puis le collège de Brienne, où il va effectuer l'essentiel de sa formation jusqu'à son intégration à l'école militaire 5 ans plus tard. Il en sort sous-lieutenant, il sera donc versé dans un régiment d'artillerie, régiment qui est d'abord en garnison à Valence, puis à Auxonne en Bourgogne, et c'est là qu'il se trouve d'ailleurs au début de la Révolution française. Il s'enthousiasme pour les idées de 1789, tout en manifestant une certaine retenue, une certaine critique à l'égard des mouvements populaires. On sent le militaire, l'officier, qui désapprouve les violences, et en particulier le recours aux armes pour faire passer ses idées. Et puis, l'essentiel de ses préoccupations, c'est la Corse, où il se rend le plus rapidement possible, dès qu'il le peut, et il est davantage intéressé par la situation en Corse que par la situation française. Bon, je n'entre pas dans le détail des liens qui l'unissent à Paoli, puis qui finalement vont se distendre en 1793 et conduire la famille Bonaparte, qui est considérée comme dans l'autre camp, à quitter la Corse, à se réfugier dans le sud de la France, notamment dans la région de Marseille, d'abord dans la région de Toulon, puis dans la région de Marseille. Bon, je n'insiste pas sur ce point, mais c'est néanmoins un élément fondamental pour la carrière de Bonaparte, puisqu'à partir de ce moment-là, son destin ne se jouera plus en Corse, mais sur le continent. Lui qui n'a participé à aucune des campagnes militaires en France, alors que la guerre
est déclenché depuis avril 1792, va désormais pouvoir s'y attacher. Et sa première heure de gloire sera d'être nommé commandant de l'artillerie au siège de Toulon, ce qui lui permet d'être un des acteurs majeurs de la reprise de la ville, qui était entre les mains des Anglais et qui est donc libéré, ce qui permet à Bonaparte d'avoir à la fois un brevet de républicanisme, on est à l'époque où le gouvernement est dominé par la figure de Robespierre, mais aussi d'obtenir un brevet d'ennemi de l'Angleterre, en quelque sorte, ce qui lui restera collé à la peau, et parce que aussi la légende se chargera de rappeler ses origines politiques de Bonaparte. Il traverse ensuite une période de traversée du désert, précisément à cause de la chute de Robespierre dont il était proche, et puis il refait surface, précisément donc à la fin de la Convention, lorsqu'il est appelé à défendre la Convention face aux royalistes, comme je l'évoquais tout à l'heure, au cours de cette insurrection de Vendémiaire, qui va le conduire à être l'un des protecteurs, d'une certaine façon, du régime. Et c'est dans ce contexte, et après qu'il a rencontré une jeune veuve, Joséphine de Beauharnais, c'est en tout cas le prénom qu'il va lui attribuer, c'est dans ce contexte qu'il est nommé général en chef de l'armée d'Italie en mars 1796. Il va s'illustrer dans de nombreuses batailles au cours des 2 années suivantes, s'emparer de la plus grande partie des territoires italiens au nord et au centre de la péninsule, rentrer couvert de gloire, étant à la fois celui qui a gagné la guerre, qui a favorisé la paix avec l'Autriche, qui a aussi constitué une république sœur dans le nord de l'Italie. Donc c'est un personnage extrêmement populaire, qui d'ailleurs en est récompensé par l'attribution d'un commandement de l'armée d'Angleterre, avec un projet de débarquement en Angleterre. Il se rend rapidement compte que ce projet est irréalisable, et c'est dans ce contexte qu'il décide, avec d'autres, notamment Talleyrand, qui est déjà ministre des Relations extérieures, qu'il décide d'engager cette expédition en Égypte, donc qui démarre en mai 1798, et qui va le conduire à remporter là aussi quelques victoires, notamment la victoire des Pyramides en juillet, à s'illustrer donc, mais habile. Bonaparte, qui sait faire valoir ce qu'il fait, va aussi contribuer à taire ses échecs, et en particulier au cours de la campagne d'Égypte, l'échec de la campagne de Syrie, donc au début de 1799. Et du reste, c'est fort d'une victoire sur les Turcs dans la presqu'île d'Aboukir en juillet 1799, qu'il décide de rentrer en Europe en laissant sur place son armée, qui va y rester pendant encore 2 ans, jusqu'à la capitulation finale du général Menou à la fin du mois d'août 1801. Il a donc décidé de rentrer en France. Il arrive, après un court passage par la Corse, il arrive à Fréjus le 9 octobre. Il ne se plie pas aux impératifs de la quarantaine comme il aurait dû le faire revenant d'un pays qui a été ravagé par la peste. Il file directement vers Paris. Une semaine plus tard, il est à Paris. Il a été entouré pendant son passage de très nombreuses manifestations d'enthousiasme de la part de la population. Visiblement, on n'a pas oublié le général de l'armée d'Italie, le conquérant de l'Italie. On n'oublie pas non plus les récents exploits qu'il a commis en Égypte. Bref, il peut matérialiser la popularité dont il est l'objet donc en ce mois d'octobre 1799. 16 octobre, il est donc à Paris. Le 9 novembre, 3 semaines plus tard, le coup d'État est lancé. En 3 semaines, il a donc beaucoup œuvré, c'est ce que je vais voir maintenant dans un second point, la préparation du coup d'État. Bien entendu, Napoléon Bonaparte a été informé, et en particulier par ses frères. Il y a eu des correspondances entre Joseph et lui, même si le courrier passe mal. Il est informé aussi, dès son retour en France, de ce qui se trame. Et il l'est parce que, je le disais, ces 2 frères jouent un rôle essentiel dans l'entourage de Sieyès, dont ils sont proches. Tous les 2 sont députés.
Et Lucien va même parvenir à se faire élire président du Conseil des 500. Ils ont donc une position tout à fait stratégique sur le terrain politique au moment où se prépare le coup d'État. Les deux frères de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire l'aîné Joseph et le cadet Lucien, sont aussi proches d'un courant politique que l'on désigne sous le terme d'idéologue. Ce sont des républicains, mais des républicains modérés, qui ont pour caractéristique d'être très hostiles aux Jacobins, et qui sont aussi très hostiles par ailleurs aux royalistes. Ces idéologues qui s'expriment notamment dans un journal qui s'appelle La Décade philosophique vont jouer un rôle essentiel dans le coup d'État, au sens où ils rallient une fraction de ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia de l'époque au principe du coup d'État et donc à Bonaparte. On voit aussi des ralliements s'opérer de la part de personnalités qui sont proches de ce mouvement sans en être à proprement parler membres. Je pense par exemple à Germaine de Staël, donc la fille de Necker, à son amant, Benjamin Constant, qui eux aussi rallient Bonaparte, en tout cas d'abord le principe du coup d'État et plus concrètement Bonaparte. Bonaparte a donc tissé des liens, il fait connaissance avec ces personnalités. Il connaissait d'ailleurs déjà Germaine de Staël depuis son précédent passage à Paris. Il va aussi beaucoup s'occuper de convaincre l'armée de le soutenir et de soutenir en tout cas le principe du coup d'État parce que l'armée est de tradition républicaine et n'a pas nécessairement vocation à soutenir un régime qui s'affirmerait comme un régime autoritaire. Là encore, il va rencontrer quelques résistances au sein d'une armée qu'il ne faut pas imaginer comme donc étant monolithique et par principe dévouée à l'un des siens. Ça n'est pas du tout le cas, mais il va parvenir par différents moyens à convaincre au moins les militaires qui sont présents à Paris de ne pas intervenir ou en tout cas de rester tranquille au cours de cette opération. Il va aussi prendre contact avec les milieux financiers, les banquiers, les grands banquiers de l'époque, notamment le banquier Perregaux, banquier suisse, d'autres banquiers également. Il lui faut en effet assurer le financement, sinon du coup d'État, en tout cas des premiers mois, des premières semaines qui vont suivre sa prise de pouvoir. Et c'est un fait que les millions qui sont octroyés à Bonaparte vont lui permettre de lancer en quelque sorte la machine et le train des réformes qui commencera dès son arrivée au pouvoir. Il a fallu bien entendu convaincre Sieyès qu'il était l'homme de la situation. Une rencontre a eu lieu entre les deux. Sieyès n'était pas forcément au départ totalement convaincu par la personnalité de Bonaparte, mais finalement il lui fait confiance et ils préparent ensemble ce coup d'État qui doit permettre donc aux assemblées de décider de la fin du directoire, de la dissolution du directoire, ce qui doit permettre d'engager un processus conduisant à la rédaction d'une nouvelle constitution. Et donc c'est sur cette base que s'opère, ce sera mon troisième point, le coup d'État des 18 et 19 Brumaire. Nous sommes à l'époque du calendrier républicain, et donc il s'agit des 9 et 10 novembre 1799. Conformément au plan qui avait été adopté par Sieyès notamment et Bonaparte, et un troisième homme déjà évoqué, Roger Ducos, qui est également membre du directoire, Bonaparte est désigné comme le commandant en chef des troupes présentes à Paris le 18 Brumaire. Et c'est au nom, et c'est en vertu de cette nomination qu'il va qu'il va prendre la décision de faire transférer les assemblées de Paris à Saint-Cloud. Donc hors de Paris, pas très loin de Paris, mais suffisamment loin pour éviter justement cette pression populaire que redoutent les contemporains. Alors, lorsque cette décision est prise, il y a déjà un certain nombre de réticences parmi les députés qualifiés de jacobins, dont une partie d'ailleurs n'a pas été conviée. On a oublié
évidemment sciemment d'en inviter un certain nombre, et il commence à pressentir qu'il y a anguille sous roche, qu'un complot se prépare. Naturellement, le bruit en cours depuis plusieurs semaines. De son côté, Bonaparte joue sur l'idée qu'il y aurait à l'inverse un complot anarchiste, pour reprendre les termes qu'il utilise, qui menacerait la République, qu'il faudrait donc consolider par la décision prise. Le 18 Brumaire, il ne se passe donc rien d'autre que cette décision de transfert. C'est véritablement le 19 Brumaire que les opérations vont avoir lieu. Dans la matinée, les députés, accompagnés par un certain nombre d'hommes de presse, de journalistes, se dirigent vers Saint-Cloud, où on a à la hâte aménagé les lieux. Les anciens vont se réunir dans une salle à l'étage. Quant aux 500, il faut de la place pour les réunir. On va donc les installer dans l'orangerie, au rez-de-chaussée, dans l'orangerie du château de Saint-Cloud, donc château dont je vous rappelle qu'il n'existe plus. On peut encore voir le parc et l'emplacement de ce château qui a été détruit en 1871. Donc les députés s'installent et doivent discuter. Alors de quoi ? Ils doivent discuter de quoi faire après la démission collective des directeurs. Le problème, c'est que si Sieyès et Roger Ducos sont évidemment tout à fait prêts à donner leur démission pour rendre caduc donc le pouvoir exécutif, si ces derniers ont réussi à convaincre Barras, autre directeur, il est directeur depuis les débuts du régime du directoire, il s'est laissé convaincre moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes. En revanche, les deux directeurs de la mouvance jacobine, eux, c'est-à-dire le général Moulin et Goyer, se font tirer les oreilles, refusent de donner leur démission. Alors ils ont été maintenus sous surveillance au Luxembourg, qui est le siège du directoire, mais tant qu'on n'a pas leur démission, on ne peut pas agir. Et donc les débats traînent en début d'après-midi, on s'inquiète, beaucoup de députés s'interrogent sur les motifs qui ont conduit à les réunir, on commence à parler de tentatives de complot, et c'est sur ces entrefaites que Bonaparte, impatient, ne comprend pas qu'on n'aille pas beaucoup plus vite à l'essentiel, intervient d'abord au Conseil des Anciens, où son art oratoire ne fait pas merveille, mais enfin il arrive malgré tout à convaincre les anciens. En revanche, lorsqu'il se présente devant le Conseil des 500, il est conspué, il est bousculé, il doit même sortir de la salle protégé par des grenadiers qui l'ont accompagné, et déjà se manifeste l'idée qu'il voudrait devenir dictateur. On crie haro au tyran. Bref, il est menacé d'être mis hors la loi. Et finalement, celui qui intervient et qui sauve la mise, qui fait en sorte que Bonaparte peut ensuite reprendre la main, c'est son frère Lucien, qui depuis quelques jours préside le Conseil des 500, qui est donc à la tribune, et qui va empêcher la mise hors la loi de son frère, premier geste d'importance, et qui surtout va délaisser ses insignes, sortir dans la cour, apostropher les soldats qui s'y trouvent en expliquant que son frère a pratiquement été victime d'un attentat et qu'il faut donc intervenir pour rétablir l'ordre. Et donc, au nom de la défense de la République, les soldats sont invités à chasser les députés de la salle de réunion. Leur chef, Murat, les conduit à l'intérieur au cri de « foutez-moi tout ce monde-là dehors », ce qui sera efficace. On va voir les députés qui sont revêtus de leurs robes être obligés de quitter la salle par les fenêtres, d'où des scènes assez caricaturales que l'on voit très régulièrement représentées, et donc c'en est fini du Conseil des 500, c'en est fini aussi du directoire. Le soir, en effet, on réunit les quelques députés qui ne sont pas rentrés à Paris, il y en a quand même quelques-uns, on réunit les anciens qui sont également présents, et on décide de la création, donc de l'achèvement de la fin du directoire et de la création d'un consulat provisoire qui doit favoriser la rédaction d'une nouvelle constitution.
Ce consulat provisoire repose sur trois consuls qui sont en fait les principaux instigateurs du complot, Sieyès, Roger Ducos et Bonaparte. Deux commissions spéciales, extraordinaires, de 25 membres chacune, tirées des assemblées, doivent aussi apporter leur concours à ces trois consuls. On se retire alors et le lendemain, le 20 Brumaire, donc le 11 novembre, Bonaparte fait une sorte de coup d'État, de second coup d'État, en imposant sa désignation comme président du consulat provisoire. Autrement dit, lui qui s'était montré quelque peu maladroit dans la gestion de la crise politique est parvenu à imposer sa loi. Ce qui devait être un coup d'État parlementaire est devenu aussi un coup d'État militaire, puisque c'est par la force des baïonnettes que finalement le régime du Directoire a sombré, a été remplacé par ce consulat provisoire. Alors il nous reste à voir comment ce consulat s'installe. C'est ce que je vais voir dans une troisième partie, donc l'installation du consulat. Premier point, le consulat provisoire. Au lendemain du coup d'État, les députés réunis donc dans une commission vont commencer à discuter d'un projet de constitution. Alors on pensait à ce moment-là que Sieyès, qui avait beaucoup réfléchi à la réforme de l'État, avait en main un projet de constitution. Il n'en est rien et d'une certaine manière, les projets vont naître au fur et à mesure, avec une volonté de Sieyès et de ceux qui l'entourent. Je pense en particulier à l'un des principaux rédacteurs de la Constitution qui s'appelle Donou. Ils ont pour ambition de marginaliser Bonaparte, de le laisser finalement à l'écart des institutions qui sont en train d'être forgées. Mais Bonaparte a très vite compris qu'il lui fallait donc revenir dans le jeu. Il va s'imposer comme finalement l'un des principaux personnages de cette constitution, et c'est lui qui impose, même si on a conservé quelques-uns des éléments qui avaient été mis en avant par Sieyès, c'est lui qui va imposer la rédaction d'une constitution qui favorise son pouvoir et qui en fait le principal dépositaire du pouvoir en France. Donc, ce qui m'amène dans un second temps de cette troisième partie à dire quelques mots de la constitution de l'an 8. Cette constitution est donc approuvée, adoptée en décembre 1799 et elle modifie assez largement les institutions du pays en certes créant un régime apparemment collégial. On conserve un triumvirat, 3 hommes à la tête du pays, mais en réalité, un seul a le pouvoir, c'est le premier consul qui est nommément désigné dans la Constitution, de même que le sont le second et le troisième consul, avec une petite surprise lorsque l'on observe les choses, c'est-à-dire que Napoléon Bonaparte a réussi à écarter de l'exécutif ces deux comparses du coup d'État de Brumaire, Sieyès et Roger Ducos, qui iront siéger au Sénat, mais qui ne participeront pas directement au gouvernement. Et il les a remplacés par 2 hommes dont l'identité montre bien la volonté de favoriser une sorte de consensus entre les partisans de l'Ancien Régime et les partisans de la Révolution, puisque le second consul est Cambacérès, qui était alors ministre de la Justice. C'est un conventionnel originaire du sud de la France, de Montpellier, qui a voté la mort du roi, donc il fait figure de régicide. Et c'est aussi un spécialiste du droit, un spécialiste des lois. Il est l'auteur notamment de plusieurs projets de code civil à l'époque de la Révolution qui inspireront le code civil adopté finalement en 1804. Le troisième consul, lui, a été député aux États généraux. Il est réputé proche des royalistes. Il s'appelle Lebrun. C'est un spécialiste des finances. Et là aussi, il va apporter ses compétences à Bonaparte. Mais l'un et l'autre, second et troisième consul, n'ont que voix consultative. Celui qui décide, c'est Napoléon. Napoléon qui, par ailleurs, est entouré,
à travers la Constitution de l'an 8, de plusieurs assemblées. On a voulu, là aussi, maintenir un système à plusieurs assemblées, mais avec un système qui fonctionne différemment de celui du directoire. Il y a d'abord un Sénat conservateur qui n'est pas proprement une assemblée délibérative, en tout cas au début. Sénat conservateur qui est formé de membres nommés à vie. Les premiers l'ont été par Bonaparte, par la Constitution de l'an 8, puis ils vont ensuite se coopter. Donc il y a Sieyès, Roger Ducos, puis un certain nombre de sénateurs. Sénat conservateur, son but, c'est, comme l'actuel Conseil constitutionnel, de préserver la Constitution, de veiller à la constitutionnalité des lois. Et il peut pour ce faire prendre des senatus consultes, il le fera à plusieurs reprises, et puis progressivement, mais nous le reverrons au moment où on évoquera la Constitution de l'an 10 puis celle de l'an 12, il va acquérir un véritable pouvoir législatif. Le Sénat a aussi un rôle dans la désignation des membres des autres assemblées, que sont le tribunat et le corps législatif. Le tribunat, c'est une assemblée de 100 membres, désignés par les sénateurs dans un premier temps, à partir de listes de notabilités qui doivent être également constituées. Alors elles ne le seront pas à la fin de 1799, si bien que les sénateurs vont choisir finalement parmi les personnages qu'ils connaissent, et la plupart du temps parmi d'anciens députés. Ce tribunat, donc composé de 100 membres, a pour rôle principal de discuter les projets de loi présentés par le gouvernement, projets de loi qui sont préparés par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une assemblée de membres nommés qui est essentiellement donc chargée de rédiger les projets de loi et aussi de les présenter devant les assemblées. Ce ne sont pas les ministres qui viennent devant les assemblées présenter les projets de loi, ce sont des conseillers d'État. Donc le tribunat discute en séance plénière, puis ensuite donne un avis en votant par des boules blanches ou noires, soit en faveur du texte, soit contre le texte, et ensuite un conseiller d'État, enfin des représentants du Conseil d'État, en principe 3, mais ils ne sont pas toujours présents tous, et des représentants du tribunat, vont venir devant l'autre assemblée, le corps législatif, pour présenter les projets de loi. Le corps législatif, lui, est composé de 300 membres, désignés de la même façon. Ce corps législatif, il a simplement le pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est-à-dire que soit il approuve le projet de loi, soit il est contre. Il n'a pas le droit d'amendement et évidemment, il n'a aucun droit de contrôle de l'exécutif. Il n'y a, en ce sens-là, le régime n'est absolument pas un régime parlementaire. Ce corps législatif, très vite, va s'affirmer, mais nous le reverrons une fois prochaine, va s'affirmer comme finalement une chambre d'enregistrement. C'est l'Assemblée des muets, les députés. Sauf à quelques exceptions que nous reverrons, les députés vont finalement, dans la plupart des cas, approuver les projets de loi qui leur sont présentés. Pas d'amendement, ça signifie donc que si le gouvernement voit qu'il y a une opposition qui est en train de se nouer, il peut retirer un projet de loi, puis le reproposer un peu plus tard. Donc finalement, les changements se font à l'extérieur des assemblées et pas à l'intérieur dans des commissions par exemple, comme cela se fait généralement dans le travail parlementaire actuel. Sénat, tribunat, corps législatif, Conseil d'État donc composé de membres nommés. Voilà comment fonctionne ce système qui repose en principe sur un suffrage à 2 degrés, qui s'affinera, je ne l'évoque pas ici puisque il s'affinera à partir de 1802 et qu'il vaut mieux retenir les modalités du vote en 1802 lorsqu'est rétabli un suffrage universel mais à plusieurs degrés. Nous y reviendrons plus tard. Le suffrage universel, il existe néanmoins et on va le voir à l'œuvre, ce sera l'objet de mon 3e point, la ratification par le peuple. Napoléon Bonaparte s'affirme dès son arrivée au pouvoir comme finalement fidèle à un principe qui restera l'un des principes fondamentaux du bonapartisme, l'appel au peuple, la consultation populaire. Alors,
qui a déjà existé pour sanctionner par exemple la Constitution de 1793, mais qui là va véritablement devenir une marque de fabrique de Bonaparte et du régime qu'il est en train de fonder. Quand il présente la Constitution aux Français, il explique que cette Constitution, finalement, est la traduction de son programme politique, qu'on peut résumer de la sorte: la révolution est finie, elle est bornée aux principes qui l'ont commencé, cette phrase que je citais au début de l'introduction, et qui signifie que s'il entend être fidèle aux principes de 1789, il ne veut pas aller plus loin dans le processus révolutionnaire et renonce donc à la radicalisation de la révolution. Mais il affiche aussi son intention de ne pas restaurer l'Ancien Régime, la fameuse formule qu'on lui attribue: ni talon rouge, ni bonnet rouge, c'est-à-dire ni royaliste, ni jacobin, avec cette volonté de Bonaparte de favoriser un consensus entre les Français, qui est une de ses obsessions. On verra qu'il rencontre néanmoins des résistances, mais son obsession, c'est de favoriser ce consensus, de favoriser la réunion des Français et d'obtenir le ralliement des royalistes d'un côté, des jacobins de l'autre, ce qu'il parviendra partiellement à faire, comme on aura l'occasion de le revoir. Pour l'heure, il fait organiser un plébiscite, c'est-à-dire qu'on invite les Français, les hommes de plus de 18 ans, on les invite à, plus de 21 ans, pardon, on les invite à venir approuver ou non la nouvelle Constitution, c'est-à-dire aussi, d'une certaine manière, le coup d'État. Alors, il faut bien dire que dans le pays, on s'est finalement assez peu préoccupé du changement politique qui s'est opéré en novembre 1799. Les Français sont relativement indifférents, ils ont déjà connu beaucoup de soubresauts, de coups d'État parlementaires, et se désintéressent assez nettement de ce qui se passe à Paris au cours du mois de novembre. Ils sont d'ailleurs assez peu nombreux à se déplacer le mois suivant pour approuver ou désapprouver le coup d'État et la Constitution. 1 500 000 Français seulement, même si à l'époque, le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il publie les résultats, et ce ministre de l'Intérieur, c'est le frère de Napoléon, Lucien, va afficher le chiffre de 3 millions, ce qui donne l'impression que près d'un Français sur deux s'est déplacé pour approuver l'arrivée au pouvoir de Bonaparte. Il n'en est rien. Des recherches plus récentes, notamment dues à Claude Langoulois, ont montré qu'il n'y avait qu'1 500 000 Français qui s'étaient déplacés. Très peu de noms, mais il est vrai que pour voter, il faut inscrire son nom sur un registre et qu'on craint sans doute de mettre en avant son hostilité, son opposition au régime naissant. C'est donc dans l'indifférence assez générale que le régime de Bonaparte naît à la fin de 1799. Les institutions se mettent en place à partir du début de l'année 1800. C'est alors que le provisoire cesse, que le consulat s'installe. Vous aurez noté au passage que le terme de consulat n'a pas été choisi au hasard. C'est évidemment une référence à la Rome antique, à la République romaine, dont les contemporains considèrent que c'est en quelque sorte un modèle à suivre. Alors nous verrons dans le second chapitre, dans le deuxième chapitre de ce cours, comment s'organise précisément la vie politique à l'époque du consulat et comment Bonaparte, dont le pouvoir reste encore fragile à la fin de 1799, va progressivement s'imposer comme le seul maître à bord au sommet de l'État.